Bonjour à tous, bienvenue sur Apostrophe, heureux de vous retrouver dans cette nouvelle émission de La Virgule. Un gros week-end de sport vient de se terminer avec notamment du football et du biathlon, et puis un autre gros week-end de sport arrive avec la Formule 1. C'est la saison 1, épisode 3 de La Virgule, et ça commence maintenant. Ravi de vous retrouver pour cette toute nouvelle émission de La Virgule, ravi de vous retrouver pour parler de l'actualité sportive, toujours aussi riche, toujours aussi passionnante. Autour de la table, on retrouve nos 4 superbes chroniqueurs. Salut les gars. Salut Antoine. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission de La Virgule. On va parler de pas mal de choses. Regardez le sommaire tout de suite. De quoi allons-nous parler ? Didier Deschamps a dévoilé sa liste pour les matchs contre le Brésil et la Colombie. Philippe Diallo a également parlé d'un possible futur entraîneur de l'équipe de France. On a un petit nom en tête, on va pas se le cacher. On pense savoir qui c'est. Ça sera le bilan tricolore. On aura également le goal à goal entre Samuel et Kérin, vous commencez à connaître. On parlera du PSG en Ligue des Champions notamment. Le PSG est-il capable de faire le back-to-back cette saison ? Les hommes de Luis Enrique sont-ils capables sont-ils les seuls favoris à leur propre succession ? On prendra également la direction de l'Angleterre également avec God Save the Foot. Après une semaine compliquée pour les clubs anglais en Ligue des Champions, on parlera de la Première Ligue, notamment avec Liverpool tout juste 5e de Première Ligue. On parlera également de la folle remontée de Manchester United et puis Tottenham qui est dans la zone rouge, proche de la relégation. C'est très très chaud pour eux. Et puis, qu'est-ce qu'une émission sans le fameux top et flop d'Alexis ? Juste avant, le pit stop d'Émilie Sogorb et le tour de glisse de Timothée Tarlier. Mais avant ça, tout de suite, place au bilan tricolore. On ouvre cette émission donc avec l'équipe de France, dernière ligne droite pour nos Bleus qui ont pris la direction des États-Unis il y a quelques jours pour affronter donc le Brésil et la Colombie. Kérin, qu'est-ce que tu penses de cette liste de Didier Deschamps ? Pour résumer, avec 26 joueurs convoqués pour la tournée aux États-Unis, les Bleus vont affronter le Brésil et la Colombie dans ce qui ressemble à une répétition générale. Surtout, tu l'as dit, c'est la dernière vraie revue d'effectifs avant le mondial qui aura lieu du 11 juin au 19 juillet. Avant de parler de la liste, on va remettre un poil de contexte. Cette Coupe du Monde, c'est probablement la dernière de Didier Deschamps en tant que sélectionneur. Après plus de 10 ans à la tête des Bleus, il a déjà annoncé qu'il quittera son poste après 2026. Quand on regarde les chiffres, ça donne encore plus de poids à ce moment parce que quand même Didier Deschamps, c'est 160 matchs et plus de 100 victoires. C'est une finale de Coupe du Monde avec l'équipe de France et une autre finale qu'il a littéralement remportée. Une Ligue des Nations en 2021, une finale d'Euro en 2016. Bref, c'est un gros palmarès. Le palmarès est bien garni. C'est absolument. Donc on parle peut-être de la fin de l'ère la plus stable et la plus performante de l'histoire récente des Bleus. Du coup, cette liste, elle en dit long parce que Deschamps ne tente presque plus. En fait, là, ça va être vraiment de la sécurisation. Deschamps verrouille, mais j'avoue que je suis curieux de voir la manière dont il va composer, surtout en attaque, parce que c'est bien garni, c'est très riche. On a le soulier d'or Mbappé, le ballon d'or d'Embélé, on a Ekitike et Cherki qui réalisent tous les deux un gros début de saison, sans parler de Michael Olise, qui est peut-être l'un des joueurs les plus performants et les plus réguliers depuis le début de l'année. Et encore, j'en passe des meilleurs comme Désiré Doué ou Magnès Akliouche. Mais comme à chaque fois, il faut des sacrifiés et c'est comme ça, et c'est le cas de Flo Thauvin. C'est marrant parce qu'on va revenir sur ce qu'on a dit lors de la dernière émission, mais avec l'effectif complet, en effet, Thauvin n'a effectivement pas sa place et Deschamps nous le montre bien. Thauvin, c'est un bon début de saison, mais pas suffisamment pour être titulaire ou même remplaçant en équipe de France. Enfin, j'aimerais qu'on s'attarde sur un détail que je trouve assez dingue, c'est le cas de Corentin Tolisso. Malgré un très bon début de saison, une très bonne saison avec Lyon, il est toujours pas convoqué. Et cerise sur le gâteau, même après le forfait de Manu Koné, Didier Deschamps préfère composer à 25 joueurs plutôt que d'en appeler un 26e. C'est assez fou et ça envoie clairement un vrai message à Corentin Tolisso. Non, tu n'as plus ta place en équipe de France, du moins pas sous Didier Deschamps. Donc le message est clair, à quelques mois de la Coupe du Monde, l'effectif est figé, les titulaires sont partagés, mais globalement on a une idée du plan de jeu. Maintenant, à voir comment ça se déroulera, à voir si même il y a des nouveaux blessés ou comment ça va évoluer d'ici la Coupe du Monde. Ah oui, une liste sans grande surprise, c'est vrai, mais Deschamps a l'occasion de sortir par la grande porte. Il prépare finalement sa sortie avec ces 2 matchs. Est-ce que justement, finalement, ce France-Brésil, il a un petit peu un parfum de mondial, Alexis ? Il a un petit peu un parfum de mondial, même si c'est forcément une grosse affiche, comme tout le temps. Même le Brésil, la France, c'est des grosses nations, donc forcément. Mais il n'y a pas Neymar pour le Brésil. Notamment. La France, il manque aussi quelques joueurs. Peut-être qu'il va faire tourner, parce que c'est quand même que des matchs amicaux, donc il ne faut pas blesser les joueurs pour la suite de la saison.
Donc je pense que ça a un goût de parfum, mais Pas totalement. Je reviens un peu sur ce que tu as dit concernant le Brésil. Il n'y a pas Neymar, certes, mais pour moi, Neymar ne sera pas là durant le mondial. Hein. Je pense que c'est un mec qui a Non, mais pas je pense qu'il sera blessé encore une fois, en fait, tout simplement. Je pense que la blessure qu'il a actuellement sera beaucoup trop longue et que c'est un mec qui est trop miné par les blessures pour revenir pendant le mondial. Donc, Est-ce que finalement, avec ces deux matchs contre le Brésil et la Colombie, finalement, on se projette directement sur la Coupe du Monde? Parce que ça aurait été clairement un match contre la Slovénie ou la Macédoine du Nord, ça aurait pas le même parfum. Vraiment, ces deux matchs, c'est vraiment différent. Bah là, complètement, la France a l'occasion de montrer qu'elle est encore et toujours favori pour cette Coupe du Monde. D'autant plus que tu as dit qu'il manquait quelques joueurs, c'est pas forcément vrai. Je veux dire, là, ça va être vraiment un 11 type. On peut s'attendre à ce que Deschamps aligne contre le Brésil un 11 clair, un 11 type, un 11 précis pour juste envoyer un message pour les futures équipes. On est là, on est l'équipe de France, on est les champions du monde en titre de 2018. On est toujours on peut toujours se placer en tant que favori. Je pense qu'il y a moyen de Justement, est-ce que la France, Timothée, sont finalement les favoris de cette Coupe du Monde ou il y a d'autres nations qui peuvent sortir du lot? La France fait évidemment partie des favoris, il n'y a qu'à voir les têtes d'affiche. Mbappé, Olysée, c'est des noms qui font rêver. Enfin, c'est des noms... Sacré 11 de départ. Ils seraient titulaires dans la plupart des pays ailleurs, en fait, tout simplement. Alors oui, il y a d'autres pays qui sont très forts, hein, l'Espagne, l'Angleterre notamment. L'Angleterre très forte aussi, mais la France fait clairement favori, ou au moins est dans le top 3 des grands favoris pour remporter cette Coupe du Monde. Pour moi, il n'y a pas vraiment de doute. Après, c'est comme tout le temps un peu, hein. C'est tout le temps les mêmes favoris, et après, c'est juste, il y a des surprises. La France, le Brésil, l'Angleterre, souvent, c'est les mêmes noms, ils reviennent. Hein. Bah ouais, tu dis ça, mais je sais, la France s'est fait éliminer contre la Suisse, quand même, je te signale, à l'Euro. Il n'y a pas l'Italie. Pas encore. Après, l'Italie, ça fait un moment que l'Italie, c'est plus sur le... Pour moi, c'est une grande équipe. C'était une grande nation. C'est évident. J'aimerais qu'on se projette un peu sur cette liste. Kyrian, tu le disais, il y a quelques surprises. On s'attendait à certains joueurs, mais surtout Maxence Lacroix qui a finalement été appelé après le forfait d'un joueur. Est-ce que vous êtes surpris de sa convocation de Maxence Lacroix? Honnêtement, après le forfait de Saliba, ça m'étonne pas que ce soit celui qui prenne la place. Parce que, alors, bon début de saison, régulier, jeune, ça c'est important, et surtout Deschamps, ça va être un moment, il va devoir commencer à accorder de la confiance à des jeunes joueurs, parce qu'on arrive à la fin d'une certaine ère, on va dire, et au niveau de la défense, il faut juste du soutien, et du soutien jeune. Donc je pense que Lacroix, c'est un bon choix de Deschamps. C'est un joueur régulier, hein. Tu le disais, il est jeune, mais il a quand même 25 ans. Pour une première sélection, est-ce que c'est pas un peu tard? Même si, tu le disais, il est très régulier, il est très performant, il saute pas de palier, c'est palier par palier chez lui. Est-ce que finalement, c'est pas un peu tard pour une première sélection à 25 ans pour un joueur comme Maxence Lacroix? Personnellement, je pense pas. Je pense que c'est juste en fait. Au moment où il aurait pu être sélectionné, certes un peu plus jeune, quand il avait 23-22 ans, il y avait des mecs qui étaient devant lui. Donc non, c'est totalement juste. Je pense qu'il a le niveau et même c'est un profil qui est semblable à celui de Saliba. C'est un petit peu un faux air de Saliba finalement. Oui, malheureusement pour lui. Hein. Mais il a l'occasion de faire ses preuves, et puis on va voir. Hein. Aussi, oui. Mais est-ce que justement Alexis, est-ce qu'il sera prêt pour le mondial ou alors vraiment il faudrait une énorme épidémie pour qu'il soit appelé pour le mondial cet été? Avec une plus grosse liste pour le mondial, je pense qu'il a un peu sa place en fonction de ses performances là, qu'il va donner lors des 2 prochains matchs. Après, il faut aussi savoir qu'il y a quand même des bons défenseurs comme William Saliba ou autres qui peuvent être peut-être plus titulaires. Mais après, au vu de la liste, il peut quand même rentrer, je pense, dans les... En tant que remplaçant, ça me choque pas plus que ça. Ouais, voilà, ils sont beaucoup moins. Hein. Ouais. Ils sont 26. J'aimerais qu'on parle aussi de Doué, qui doit finalement saisir sa chance avec l'équipe de France. Il a beaucoup de concurrents à son poste, notamment Hugo Ekitike, Marcus Thuram, Barcola qui est blessé, qui est touché à la cheville. Marcus Thuram, c'est un seul but lors de ses 17 derniers matchs avec l'Inter. Et Hugo Ekitike, on le disait, il est légèrement blessé, mais normalement il devrait jouer. Il n'y a pas vraiment de match référence aussi pour Désiré Doué qui a 0 but, 0 passe décisive avec l'équipe de France. Il doit saisir sa chance sur ces 2 matchs. Doué avec l'équipe de France, c'est pas fameux si on est très honnête. Maintenant, on connaît sa qualité, on a eu l'occasion de le voir tout au cours de la saison dernière à quel point c'était un grand joueur en devenir, même s'il est beaucoup moins régulier en ce début de saison. Mais c'est vrai que la concurrence, je pense que Deschamps fera peut-être plus confiance à des joueurs plus expérimentés. Quand on voit que sur les ailes, on a des profils comme Barcola, qui est un bon joueur, mais surtout Dembélé, Mbappé, qui peut peut-être aussi se désaxer, ou d'autres joueurs qui ont été sélectionnés.
Doué, je le vois mal commencer les gros matchs en tant que titulaire. Maintenant, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Et puis surtout, ça reste un très bon joueur, un futur très grand joueur, je pense. Et justement, Timothée, il y a ce statut du Golden Boy, finalement. Il faut assumer clairement pour Désiré Doué. Il faut montrer que vraiment, c'est le Golden Boy cette saison. C'est sûr qu'il est très attendu. Là. Ces 2 matchs, je pense que ça va être un des joueurs les plus scrutés par les spectateurs. Il fait un début de saison assez magnifique avec le PSG. En tout cas, sur ses derniers matchs, il est très bon. En plus, là, il a la chance de pouvoir faire 2 matchs contre des bonnes équipes et surtout dans les conditions de Coupe du Monde. Il faut rappeler que ces matchs, ils vont être faits aux États-Unis, justement à l'endroit où va avoir lieu cette Coupe du Monde. Et je pense qu'il a beaucoup à prouver. À voir si Deschamps lui laisse sa chance peut-être contre le Brésil. Mais en tout cas, sur le 2e match, je pense qu'il sera titulaire et qu'il aura beaucoup de choses à prouver. Et au-delà du terrain, une question commence à prendre un peu plus de place autour des Bleus, celle forcément de la succession de Didier Deschamps. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Philippe Diallo, le président de la FFF, l'a annoncé, il a déjà trouvé le nom du futur entraîneur. Je vous invite à nous retrouver à l'issue de la Coupe du Monde. L'équipe de France est l'une des meilleures nations du monde et tout le monde ne peut pas la piloter. Il faut un profil qui coche beaucoup de cases puisque cette équipe de France de football est l'équipe des Français. Un lien doit se créer entre le sélectionneur et les Français. C'est Philippe Diallo qui a annoncé ça au Figaro. Philippe Diallo, il a reçu moins de 5 candidatures, toutes françaises. Est-ce que c'est pas révélé un peu trop tôt finalement de dire qu'il a déjà trouvé le futur sélectionneur des Bleus? Pour moi, trop tôt, non. Je pense que, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, messieurs, mais pour moi, on n'avait qu'un nom en tête et qui était clair, net et précis. Et pour moi, non. On peut le dire. Hein, c'est ça le souci. Diallo veut pas parasiter l'équipe de France. Il y a quelques mois, il disait qu'il allait pas annoncer le nom du futur sélectionneur pour pas parasiter Didier Deschamps. Ouais, mais finalement, là, il le dit à demi-mot. Voilà, on sait un peu qui va être le futur sélectionneur. C'est déjà depuis quelques mois quand même que c'est, on peut le dire, Zidane qui va reprendre l'équipe de France. Rien n'est encore confirmé, Alexis. Rien n'est encore confirmé. Mais il y a de bonnes pistes. Ouais. Voilà, donc même depuis quelques années, en vrai, on sait très bien qu'il est grand favori pour reprendre l'équipe de France, donc je pense qu'il n'y a pas grande surprise. Là, les propos de Diallo, c'est quand même, c'est bien qu'ils le disent pas, qu'ils le disent, on va dire à demi-mot, parce que Deschamps a encore une Coupe du Monde à aller chercher. C'est bien de se focaliser sur l'avenir, mais pour l'instant, le temps est au présent, le temps est à la Coupe du Monde, le temps est au Mondial, et c'est encore l'équipe de Deschamps pour le moment, donc on peut spéculer sur tel ou tel successeur, mais justement, Kérin, est-ce que finalement c'est une préparation, c'est pas forcément la meilleure préparation pour Didier Deschamps de savoir que voilà, son successeur a déjà été trouvé? Je suis pas tellement d'accord. Encore une fois, comme tu l'as dit, c'est l'occasion pour Deschamps de sortir par la grande porte. C'est l'occasion de montrer ce qu'il aura fait cette équipe de France au cours de ces 10 dernières années. C'est l'occasion pour lui de confirmer son statut de meilleur sélectionneur national peut-être du monde. La suite, je pense qu'on a ces 100 grands débats. Pour autant, Deschamps, je pense qu'il en est pleinement conscient. J'imagine qu'il est peut-être même aussi au courant de tout, au courant de la suite. Et heureux forcément peut-être pour l'équipe de France, et pour l'équipe de France. Absolument. Il est temps de clore un chapitre, il est temps de clore le chapitre Deschamps. Et le meilleur sélectionneur de l'équipe de France. Oui. On est d'accord là-dessus. Largement. On a pu critiquer ses choix parfois, mais si on est honnête, tu regardes le palmarès, tu regardes les matchs, il n'y a pas de débat. Donc c'est pas embêtant pour Deschamps de savoir son successeur aussitôt. Je pense, pas pour moi. Ça serait compliqué si ça faisait. En conférence de presse, par exemple, est-ce que vous pensez que tous les journalistes vont poser plein de questions sur. Oui, c'est évident. Surtout que Zinedine Zidane, c'est un nom qui fait parler, ça va être un sujet récurrent. On va continuer de parler des internationaux français, mais cette fois-ci du côté du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain est l'équipe la plus représentée chez les Bleus avec 5 joueurs notamment, mais surtout on va parler de la Ligue des Champions notamment. Tout de suite, c'est le goal à goal. Vous commencez à connaître les règles de ce goal à goal. Samuel et Kérin, vous avez 1 minute pour nous convaincre. Aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions autour du Paris Saint-Germain, notamment face à l'humiliation, face à Chelsea, la grosse humiliation qu'ils ont donnée aux Blues. Finalement, est-ce que ce PSG il peut faire le back-to-back cette saison? Est-ce qu'ils sont véritablement les seuls favoris à leur propre succession? Samuel, pour toi, c'est clair, les hommes de Luis Enrique sont plus que jamais favoris de cette édition. Oui, alors mon premier argument il est plutôt simple, on l'a vu l'année dernière, le Paris Saint-Germain c'est une équipe qui prend du rythme au fur et à mesure de sa saison. L'année dernière c'était Liverpool, ils avaient lancé les hostilités avec Liverpool et cette année leur partie de tableau pour moi va dans ce sens et ça leur permettra de prendre un rythme afin de s'imposer dans cette compétition. En second temps c'est aussi une équipe qui a appris à gagner ensemble, on l'a vu l'année passée. Il y a eu beaucoup de retournements de situation, il y a eu une grande prise de rythme, et il y a eu une certaine faim
chez tous les joueurs, qui a montré que cette équipe a su s'imposer. Et enfin, j'ai envie aussi de parler de messages importants qu'ils ont envoyés lors de cette confrontation contre Chelsea. 8-2 sur la double confrontation, c'est un énorme score. On a vu les attaquants se réaffirmer comme Ousmane Dembélé, Bradley Barcola ou encore Désiré Doué. Et pour moi, on a totalement montré que ce PSG était de retour pour faire le back-to-back cette année. Merci Samuel. Kerian, toi, comme d'habitude, t'es jamais d'accord avec Samuel. Vraiment, jamais d'accord, toujours chiant celui-là. Et tu vois une autre équipe favorite? Je vois pas une seule autre équipe favorite. Pour moi, le PSG n'est clairement pas les favoris de cette édition. Alors forcément, c'est les tenants en titre. Ça en dit long sur leur capacité, sur leur effectif. C'est des joueurs, c'est une équipe qui peut se placer parmi les favoris. Sauf que sur le même tour, là, lors de ces huitièmes de finale, on a eu le Barça qui a mis 7-2 à Newcastle. On a mis le Bayern qui a mis 6-1 à Atalanta. Bref, on a eu le Real qui a mis encore un gros score aussi à City. Pour moi, il faut qu'on arrête d'en faire trop avec le PSG, dans le sens où c'est pas la seule équipe qui peut créer du problème et créer du trouble dans cette compétition. D'autant plus que cette partie du tableau qu'ils ont, elle va être très compliquée, parce que dans la même partie de tableau, il y a le Bayern, il y a le Real et il y a potentiellement Liverpool. Il faut arrêter d'essayer d'imaginer un back-to-back trop simple, parce que même en face, dans l'autre partie du tableau, il y a encore Arsenal et le Barça. Ça va être des grosses équipes qui peuvent poser problème, d'autant que, je sais pas vous, mais je trouve le PSG un peu moins performant que la saison dernière. Justement, ce PSG-là, tu le disais, et tu le disais aussi Samuel, 8-2 face à Chelsea. Timothée, Alexis, est-ce que vous avez été impressionné par ce match du PSG? Est-ce que vous avez finalement été convaincu et que le PSG est finalement favori pour cette Ligue des Champions? Le PSG m'a convaincu sur le match aller, sur les dernières minutes du match aller. Il y a eu 2-2 et ils en ont mis 3 en 20 minutes, je crois, si je dis pas de bêtises. Face à Chelsea, qui avait fait, Liam Rosenior, le coach de Chelsea, avait fait des changements assez défensifs en plus pour tenir le match. Donc moi, sur cette partie de fin de première match aller, on va dire, le PSG m'a clairement convaincu, et le match retour là-bas, à Chelsea, c'était exceptionnel. Ouais. Oui. Alexis, convaincu aussi? Je pense que c'est un tournant un peu comme l'année dernière. C'est le Paris Saint-Germain rentre vraiment dans sa saison de Champions League, et je pense que là, Liverpool, ça va leur mettre encore une plus grosse pression, même si on sait qu'en ce moment, c'est pas non plus la meilleure équipe, mais je pense qu'ils ont la partie de tableau la plus compliquée, donc il va falloir qu'ils rentrent de plus en plus dedans, et puis si on arrive à les battre, et ben on tombera peut-être contre le Bayern ou contre le Real Madrid. Fallait finalement un match déclic, et c'était peut-être celui-là. Il faut le match déclic, et je pense que c'est celui-là, et ça permet aussi de montrer au monde entier qui est le PSG. Oui, sauf qu'en ce moment-là, des matchs déclic, on en parlait pour tous les autres clubs. Encore une fois, je parlais du Bayern parce que c'est probablement l'ultime confrontation de la partie de tableau du PSG. Mais le Bayern, depuis le début de la saison, intraitable. On en a parlé. Mais le Bayern, ils sont très réguliers depuis des années. C'est exactement ça. Franchement, alors. Je sais pas quelle équipe est meilleure que le Bayern actuellement, mais je vois pas le PSG. Je vois pas le PSG passer au-dessus du Bayern, et j'irai même plus loin, je vois difficilement le PSG passer au-dessus du Real, même si c'est vrai que c'est pas non plus le meilleur Real du monde, et je vois pas le PSG passer au-dessus du Barça, malgré la compétition en début de saison. Si on est sérieux, le PSG, en ce moment, Dembélé c'est sur le déclin, Doué c'est sur le déclin. Si Dembélé est moins performant que la saison dernière, alors que ce soit à cause des blessures ou du manque de rythme, Doué c'est pareil, Gvara est très bon, ceci dit, enfin... T'es dur avec deux. Non. Si. Non. Tu es très dur avec deux. Non, absolument pas. Autant je peux l'entendre sur Ousmane Dembélé, c'est vrai qu'il fait une saison où il est moins dedans, il y a eu des blessures, il y a eu beaucoup d'absences, il y a eu beaucoup de retours intempestifs, mais sur Doué je te trouve très très dur, Karin. En fait, Doué c'est beaucoup moins constant. Alors, et encore, quand je dis constant, l'année dernière, sa saison, elle a commencé en mars, c'est moins constant que l'année dernière, c'est pas autant de ce qu'on attend du Golden Boy. Doué, c'est quand même, on n'a qu'à regarder les stats, je pense que Doué sur les derniers matchs, c'est pas beaucoup de... C'est moins percutant que l'année dernière. C'est exactement ça. Il y a beaucoup moins ce côté fou, ce côté jeune qu'il avait l'année dernière, et qui lui a d'ailleurs octroyé le Golden Boy grâce à sa très bonne finale, entre autres. Il y a aussi la blessure de Barcola, on en parlait tout à l'heure. Barcola, c'est beaucoup plus régulier ces derniers matchs. C'est 6 titularisations, 5 buts pour Bradley Barcola. Il y a beaucoup plus de lucidité. Justement, on va en reparler juste après. On prend la direction de l'Angleterre avec le God Save the Foot.
On le disait, le PSG a battu Chelsea du coup 8-2 sur les deux matchs, le match aller, le match retour. Il y a un quart de finale qui arrive face à Liverpool. Peut-être un Liverpool moins fort que la saison passée, on va en reparler. Est-ce que finalement ce match, c'est un match facile pour le PSG après justement cette humiliation face à Chelsea, qu'ils ont mis à Chelsea? Est-ce qu'il se place vraiment en super favori, Alexis? C'est jamais un match facile pour le PSG. Il peut toujours avoir des surprises. On l'a vu, Paris a été en difficulté dans les premières minutes du match face à Chelsea. Et même là, Liverpool, on ne sait pas ce qu'ils peuvent donner. Mohamed Salah, il sait que c'est sa dernière saison. Donc peut-être il veut aller chercher la Champions League avec Liverpool. Liverpool, ils sont... C'est vrai, certes 5e quand même en première ligue, ce qui n'est pas non plus incroyable, mais c'est pas non plus les ultra favoris. Je pense qu'il peut y avoir quand même débat sur ce match-là. Est-ce que le Liverpool est plus ou moins fort cette saison par rapport à la saison passée? Pour donner quelques chiffres, la saison dernière, Liverpool, c'était 66% de victoires contre 54% cette saison. C'est également en plus de défaites, 16% contre 28% de défaites cette saison. Et puis ils encaissent plus de buts, moins d'un but la saison passée contre 1,2 cette saison. Ils ont perdu beaucoup de joueurs, ils ont perdu Luis Diaz, remplacé par Florian Wirtz. C'est pas le même joueur, Florian Wirtz face à Luis Diaz. Mais en fait, c'est ça, Liverpool, c'est décevant cette saison. Ouais. Liverpool, il y a un joueur qui s'est vraiment révélé, c'est Dominique Szoboszlai, qui fait une saison exceptionnelle. Et Ekitike aussi, effectivement. Mais tu regardes le mercato de Liverpool. Qui se souvient d'Alexander Isak? Qui se souvient de Florian? Il a disparu des radars. Il y a des rumeurs pour Isaac qui dit qu'il veut quitter Liverpool 6 mois après être arrivé. C'est un mercato de fou. 500 millions. Liverpool, c'est énorme, décevant cette saison. Et j'irais même plus loin en disant que on a beaucoup survendu la première ligue, pour au final pas grand chose en Europe. Mais si on se focus uniquement sur Liverpool, c'est vrai que c'est décevant. Et honnêtement, malgré tout l'amour que j'ai pour ce club, j'ai pas mal à aller chercher le PSG. Est-ce que ce match, parce qu'il y a un match retour et ça sera à Anfield, est-ce que finalement il n'est pas un peu piégeux, Timothée? Si, il est complètement piégeux. Ça reste des matchs de Ligue des Champions. Alors oui, sur le papier, Paris fait peut-être un peu plus office de favoris. Ils ont plus prouvé pour l'instant que Liverpool, mais il ne faut pas oublier que sur le dernier match contre Galatasaray, ils gagnent 4-0 quand même, Liverpool, chez eux. Après, c'est... tout le respect aux Turcs, mais c'est Galatasaray en face, voilà, c'est pas comparable avec le Paris Saint-Germain. Ouais, après il faut regarder la phase de poule de Galatasaray, Ils ont fait tomber quand même des belles équipes chez eux. C'est des clubs turcs chez eux, c'est pas forcément évident à jouer. À ce moment-là, on parle de Bodo Glimt qui sortent contre Sporting après manger la remontada. Très déçu de ne pas voir Bodo Glimt. On s'attendait à une surprise et au final, bon, voilà. Mais non, déjà, je suis pas partisan de dire telle équipe a battu telle équipe, donc ils vont battre telle équipe. Ça, j'avoue que chaque match est unique selon moi. Mais si on regarde uniquement la qualité de jeu, Liverpool, c'est pas le Liverpool que c'était il y a un an et surtout pas celui d'il y a 2 ans. Contre un PSG qui reste néanmoins très en forme. Bon, tu m'expliqueras un match piégeux. Je suis un peu perplexe. Mais bon. Tu parlais des clubs anglais qui, en Ligue des Champions, pas mal de défaites. On va parler notamment de Manchester United, mais cette fois-ci en Première Ligue. Folle remontée en Manchester United. 3e du classement depuis l'arrivée de leur nouveau coach, Michael Carrick, début janvier. Qu'est-ce que finalement ce coach anglais il a ramené et qui explique cette remontée folle finalement des Mancuniens? Moi j'ai envie de dire qu'il a ramené un dispositif. Avec l'ancien entraîneur Ruben Amorim, pour moi il y avait une absence il essayait d'apporter quelque chose à Amorim, mais c'était pas concluant, et moi j'ai vu Carrick arriver, mettre en place un dispositif qui est certes plutôt simple, mais qui fonctionne. On a un Bryan Mbeumo en pointe qui fonctionne du feu de Dieu. Et tout simplement, voilà, j'ai vu un Bruno Fernandes aussi spectaculaire. C'est clair. Est-ce que Bruno Fernandes, on peut potentiellement se projeter et dire que ça peut être potentiellement le joueur de la saison en Première Ligue? Non, ça sera trop dur. Pour moi, ça se peut-être un peu non. Ça se joue. Je trouve que pareil, on en fait un peu beaucoup avec Manchester United qui font une très belle remontée, c'est vrai. Il y a toujours un supporter qui attend de se faire couper les cheveux. Je vous souviens. je vous dis juste que parler de remontée, c'est bien, etc. Ça fait combien de temps qu'ils n'ont pas enchaîné 5 matchs sans défaite, avec ça fait longtemps. Ils ont quand même 3e de PL. Oui. Ah non, mais ça, et pour moi, c'est plus révélateur d'une baisse de l'intensité de la PL plutôt que forcément d'un gros Manchester United. C'est un club historique, c'est bien qu'ils reviennent sur le devant de la scène.
Bruno Fernandes, encore une fois, exceptionnel depuis le début de la saison. Je sais pas si je vais regarder tous les matchs, mais c'est vraiment un milieu de terrain franchement top 5 actuellement à son poste. Oui. Mais pour moi, c'est plutôt révélateur d'un baisse de niveau en manière générale. Et il n'y a qu'à le voir avec des équipes comme Tottenham qui. Et justement, mais quelle transition, mais c'est magnifique. Tottenham, 17ème de Premier League. Ils sont à une place d'être relégués. Ils sont à un point de la zone rouge. Est-ce que vraiment il y a un manque de talent chez le rival d'Arsenal? Ouais, c'est de la vraie question. Tottenham, ils ont subi des lourdes pertes ces dernières saisons. D'abord, il y a eu Kane, après il y a eu Son. Non, mais c'était Tottenham, c'est le club, le moins grand des grands clubs, j'ai envie de dire, en première ligue. Le plus petit du mais de là à les voir à rien de la zone rouge, ça fait peur, dans le sens où déjà on s'interroge sur la première ligue, on s'interroge sur cette équipe qui avait autrefois l'effectif pour aller jusqu'en finale de Ligue des Champions, au risque de vous le rappeler, et qui se retrouve aujourd'hui à ce point-là. Enfin, ne pas avoir Tottenham en Ligue des Champions, ça fait quelque chose quand même. On va revenir sur cette semaine, la semaine dernière, cette belle semaine de foot, avec notamment les tops et flops d'Alexis Pinto. Et pour commencer, Alexis, tu nous parles d'un joueur qui a redonné vie aux Dogs, c'est Olivier Giroud. C'est ça, Olivier Giroud, qui, on le rappelle, a quand même 39 ans, a marqué dimanche au Vélodrome contre Marseille dans les dernières minutes, à la 86e minute plus précisément, pour donner cette victoire à Lille et les faire passer notamment à la 5e place de la Ligue 1, à égalité avec Lyon, à 47 points. Alors mon deuxième top de la semaine, c'est Vinicius Junior. Il a quand même marqué un doublé contre l'Atlético samedi au Bernabéu. Ses premiers buts contre l'Atlético de sa carrière. Il vient en plus de ça donner la victoire au Real Madrid dans les dernières minutes, en marquant quand même un magnifique but, une enroulée, et donc les permettant de gagner 3-2 et de rester à la seconde place du classement de la Liga à 4 points du FC Barcelone. Puis en troisième top, c'est le Bayern Munich. Alors on les arrête plus, ils font que gagner, ils font que marquer. La dernière fois qu'ils ont perdu, c'était contre Augsbourg en 2-0, et ça date quand même du 24 janvier, ça va presque faire 3 mois. Ce week-end, ils ont encore fait preuve de démonstration en gagnant 4-0 contre l'Union Berlin. Ils sont premiers du championnat avec 70 points et ils sont quand même 9 points d'avance sur Dortmund, donc je pense que c'est bien parti pour eux pour le championnat. Et du côté de tes flops, on en parlait tout à l'heure, les clubs anglais, c'est pas terrible en Ligue des Champions, surtout après un week-end et la défaite d'Arsenal face à Manchester City. C'est ça, Arsenal, ils ont encore perdu ce week-end face à Manchester City, 2-0 en finale de Carabao Cup. Toujours sans trophée, pourtant Arsenal c'est l'équipe la plus forte cette saison en Première Ligue et ils sont bien partis pour la remporter. Mais ce week-end ils n'ont malheureusement pas trouvé la réussite et les chemins du filet et ils passent encore à côté d'un trophée, le 7e trophée malheureusement. Là, ensuite c'est Lyon, semaine catastrophique pour l'Olympique Lyonnais qui se fait éliminer de l'Europa League et qui perdent en plus de ça leur 3e place au championnat au détriment de Marseille. Alors ce week-end, ils ont perdu 2-1 face à Monaco. Et en plus, ils ont perdu aussi Nicolas Tagliafico, qui a pris un carton rouge à la dernière minute. Très mérité d'ailleurs. Ce qui fait pas les affaires du club lyonnais, qui perd du coup sa 3e place et donc sa possible qualification en Champions League l'année prochaine. Puis mon dernier flop, alors ça va faire peut-être un peu débat, mais c'est Celta Vigo. C'est le club tombeur des Lyonnais, pourtant qui avait gagné en Europa League la semaine dernière, mais que j'ai décidé de mettre en flop, car oui, le club espagnol jouait ce week-end contre le Deportivo Alavés, club 16e du championnat espagnol, et pourtant, alors tout partait très bien, en gagnant 3-0 à la 37e minute, mais juste avant la fin de la première mi-temps, on s'y attendait pas du tout. Alavés marque un but qui va être un enchaînement et même jusqu'à dire une remontada qui se déroulera en seconde période, car à la fin du match, c'est le club de Alavés qui l'a emporté 4-3, un match digne des plus grands, alors si ce n'est le plus grand pour un club comme le Deportivo Alavés depuis quelques années. Très rapidement, un petit mot sur Lyon. La semaine dernière, il y a quelques semaines, on parlait de Lyon potentiel favori de l'Europa League. C'est très décevant de les voir éliminés aussitôt dans cette Europa League. C'est décevant mais révélateur. Ouais. Ça fait quelques années que Lyon c'est plus au niveau du Lyon que c'était encore une fois. Et j'ai l'impression de dire ça pour tous les clubs, mais c'est vrai que on manque de qualité d'effectifs, on manque de voilà. Et c'est pas avec un Corentin Tolisso qui fait un bon début de saison, c'est vrai, que Lyon peut prétendre à une place en Europa League. Pour moi c'est décevant mais pas inattendu. Et ça va être compliqué de se relancer en Ligue 1. Ils sont maintenant, après la défaite face à Monaco, ils sont hors du top 3, ça va être compliqué de se relancer.
Lors de la dernière émission, on s'était quitté sur une fin de saison de Formule 1. Là, on se retrouve, on est obligé de parler de ce début de Formule 1 stratosphérique, avec notamment le pit stop d'Émilie Saugrbe. La Formule 1 est de retour et cette saison 2026 commence très très fort avec déjà un visage qui bouscule toute la grille. C'est le jeune Kimi Antonelli, Émilie. Et oui, dès le premier Grand Prix de la saison, George Russell s'impose avec autorité pour Mercedes, juste devant Antonelli, 19 ans seulement, est déjà sur le podium pour la première course de sa deuxième saison en Formule 1, tandis que Charles Leclerc confirme la solidité de Ferrari en prenant la 3e place. Mais le vrai coup de tonnerre arrive en Chine. Antonelli remporte sa première victoire en Formule 1. Performance rarissime qui relance complètement les rapports de force qu'on a connus l'année dernière. Le dernier virage et un nouveau vainqueur en Formule 1 aujourd'hui. Kimi Antonelli s'impose pour Mercedes en Chine. Première victoire en Formule 1 pour le jeune Italien de 19 ans. Le doublé de Mercedes, mais dans un ordre différent de celui de Melbourne. À 19 ans seulement, il devient le deuxième plus jeune vainqueur de l'histoire de la Formule 1 derrière Max Verstappen et le premier Italien à remporter un Grand Prix depuis 2006. Au total, seulement 15 pilotes italiens ont déjà gagné au moins un Grand Prix dans l'histoire de la Formule 1. Pour revenir au championnat en général, George Russell est le leader avec 51 points, talonné par son jeune coéquipier Kimi Antonelli avec 47 points, pendant que Ferrari reste en embuscade avec Charles Leclerc et ses 34 points et Lewis Hamilton 33 points. Et que McLaren, avec le champion du monde en titre Lando Norris, reste dans la course malgré un petit retard avec 15 points. Mais pendant que certains brillent en Formule 1, Émilie, d'autres font parler d'eux sur une autre catégorie. Et oui, en coulisses, la course se joue aussi. Max Verstappen et Red Bull semblent légèrement en retard en ce début de saison, ce qui ouvre la porte à une lutte beaucoup plus ouverte que prévu. Mais le Néerlandais ne s'arrête pas à la Formule 1. Il y a quelques jours, il a remporté une course d'endurance sur le Nürburgring. Un éloignement peut-être dû au fait peut-être dû à un début de saison compliqué pour Max Verstappen. Est-ce qu'il cherche à briller ailleurs? On ne sait pas. Il faut savoir que ce n'est pas la première fois qu'il participe à cette course. Il a déjà couru 2 fois en 2025 et il explique après sa victoire qu'il est prêt à revenir le plus tôt possible. Well, for me, this is one of course, let's say the craziest tracks in the world in a good way. I've been watching this for a very long time, and it's one of these races that you just want to compete in. And at least finally this year I have the chance to do it. It also depends a bit, of course, on what the calendar allows me to do. I'm already, of course, racing a lot, so I'll try to do as much as I can. Bon, malgré cet enthousiasme, sa victoire a finalement été annulée. Son équipe avait utilisé 7 trains de pneus contre les 6 normalement autorisés par le règlement. Malgré cette disqualification, sa performance reste impressionnante et montre sa compétitivité, un moyen peut-être de faire peur aux adversaires de Formule 1. Mais on ne s'avance pas trop, la saison est encore longue. 24 Grands Prix à venir, prochain arrêt au Japon. Bon, la saison est malgré tout perturbée par certaines annulations au Moyen-Orient. Une chose est sûre, entre mercato spectaculaire et nouvelle génération déjà impressionnante, 2026 pourrait bien marquer un véritable tournant de la Formule 1. Et ce week-end, il y aura forcément le Grand Prix du Japon, hâte d'y être et hâte de voir comment les pilotes, notamment Kimi Antonelli, va se débrouiller peut-être pour aller chercher une deuxième victoire en Formule 1. On va prendre la direction d'un autre sport, le biathlon, avec le Tour de Glisse. Timothée, tu nous parles d'un sport que certains Français ont redécouvert cet hiver et pour cause, il nous a fait vibrer. Le biathlon français est inarrêtable. Après le carton plein et les 13 médailles obtenues lors des Jeux Olympiques de Milan-Cortina, les athlètes français continuent de briller et nous faire rêver. Lou Jean Monod et Éric Perrault, ce sont des noms qui ne vous inspirent pas forcément, mais ils ont remporté samedi leur 3e petit globe de la saison, à l'issue de l'épreuve de la poursuite. Alors avec leur performance de haut niveau qu'ils ont réalisée tout au long de la saison, ils ont terminé au sommet du classement mondial de cette saison 2025-2026. Et ce jeudi 19 et vendredi 20 mars ont reçu la plus grande distinction, le premier globe de cristal de leur carrière. Et ce succès, c'est véritablement un exploit historique. Oh que oui Antoine, c'est la première fois, rendez-vous compte, que 2 Français remportent la même année les 2 globes de cristal, le plus gros trophée. Pour vous faire une comparaison, ce serait comme le Ballon d'Or en fait, tout simplement. La Savoyarde de 27 ans, elle d'ailleurs, n'a pas caché son émotion de recevoir le trophée, avant de poser avec ses 3 petits globes obtenus à la suite de la poursuite, le sprint et l'individuel. Elle en a évidemment profité pour poster avec son premier gros globe de cristal.
Ce dimanche marquait aussi les dernières courses de la saison. Et oui, c'est fini. Oslo, la capitale de la Norvège, fut donc le théâtre d'une razzia française. En effet, la 6e place de Julia Simon sur la poursuite ce samedi lui a permis de sécuriser, son 3e petit globe de sa carrière et apporter le 4e sur 4 possibles petits globes aux coureuses françaises. Mais les hommes aussi ont brillé le week-end dernier. Oui, les biathlètes français portent eux aussi haut le drapeau tricolore. Éric Perrault a réalisé un formidable 20 sur 20 au tir ce week-end pour terminer second de la poursuite, juste devant son compatriote Émilien Jacquelin. Mais il fallait bien une petite ombre à ce week-end exceptionnel pour le biathlon français, et c'est la contre-performance de Quentin Fillon-Maillet qui nous l'apporte. Il a fini 19e de la course sur 20 et a livré une performance cruelle et a livré un manque cruel de précision au tir. Pour la Mastart du dimanche, Éric Perrault, le natif de Bourg-Saint-Maurice, s'est adjugé lui aussi une belle 3e place et est reparti leader du classement de la poursuite, de l'individuel et du départ groupé. Seul le sprint lui échappe sur cette magnifique saison, le privant d'un grand chelem qui aurait été historique pour un Français. Ce qui ne gâche rien évidemment à la joie du jeune athlète de 24 ans qui s'est même permis de s'amuser avec son globe. Une saison réussie individuellement mais aussi en termes d'équipe, puisque les Françaises au relais ont aussi pris leur petit globe de la discipline. Une saison aboutie qui a fait la fierté des Français et des Françaises. Merci Timothée Tarlier, et puis prochaine course de biathlon dans un peu plus de 240 jours. Eh oui, forcément, ça va nous manquer à tous. C'est la fin de cette 3e émission de La Virgule. Merci à vous 4 d'avoir été avec nous. Merci à Émilie Sogorb pour sa chronique sur la Formule 1. Merci à vous qui nous avez suivis. On se retrouve très vite pour débriefer, analyser, débattre sur l'actualité sportive toujours aussi riche, toujours aussi passionnante. N'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve très vite sur Apostrophe.